Même le chien pourrait faire mieux, dit mon mari, repuisant son assiette alors que sa famille glapit. Je restai silencieuse, mais mon fils, tenant toujours sa cuillère, se pencha en avant et prononça 5 mots qui firent pâlir son père. Je m'appelle Léa Duval et j'ai 35 ans. La lumière de novembre se déversait par la fenêtre de ma cuisine en de fines lanières dorées, attrapant les poussières et la vapeur s'échappant de mon café. Dehors, l'air était assez vif pour faire s'accrocher plus fort les dernières feuilles brunes aux branches. À l'intérieur, le monde sentait le beurre, le sucre et les noix de pécan. La recette de ma mère, celle que je gardais comme un trésor de famille. La tarte reposait sur le comptoir en marbre comme un joyau dans un écrin de velours, son glaçage ambré captant chaque éclat de soleil. J'avais arrangé les noix de pécan en cercles concentriques parfaits, mesurés, délibérés, car dans la famille de mon mari, Marc, la présentation était la moitié de la bataille. Depuis l'embrasure de la porte, Étienne, tout en membres minces et en énergie agitée, s'appuyait. « Maman, tu as vérifié cette tarte au moins 11 fois. » Sa voix avait ce mélange de taquinerie et de préoccupation que seul un enfant de 10 ans pouvait gérer. Je souris malgré le nœud dans mon estomac. Je m'assure juste qu'elle est parfaite. Tu sais comment ta grand-mère remarque tout. Elle remarque des choses qui n'ont même pas d'importance, dit-il en s'approchant. Ses cheveux foncés étaient pure Marc, mais ses yeux verts, étaient les miens. Ça a l'air incroyable. Mieux que la fausse tarte que grand-mère apporte parfois en prétendant l'avoir faite. Étienne, l'avertis-je doucement, bien qu'un rire hésitant m'échappa. On ne dit pas des choses comme ça. Il inclina la tête, même si elles sont vraies. Sa voix avait une gravité que je n'avais pas l'habitude d'entendre, comme s'il avait prêté une attention plus soutenue à d'autres choses que les tartes ces derniers temps. Avant que je puisse répondre, le grondement bas et familier de la BMW de Marc roula dans le garage, mes épaules se tendirent, un réflexe comme de reculer devant un four brûlant. Le claquement de la portière de la voiture fut plus sec que nécessaire. Mauvaise journée au travail. Il entra par le vestibule, son costume anthracite toujours impeccable, sa cravate desserrée. À 38 ans, il ressemblait toujours à l'homme qui m'avait autrefois fait craquer. Mais maintenant, sa présence remplissait une pièce comme un parfum puissant. Lourd, inévitable. Ses yeux balayèrent la cuisine avec l'évaluation froide qu'il réservait aux investissements sous-performants. « On dirait que tu as été occupé, dit-il. Je ne savais pas si c'était un compliment ou une pique désinvolte. Ces jours-ci, je ne savais jamais. Je voulais que tout soit agréable pour ce soir, répondis-je, gardant un ton léger. Ma famille attend toujours trop, interrompit-il, se dirigeant déjà vers le bar pour un verre de scotch. Je ne sais pas pourquoi tu te donnes tant de mal. Ce n'est qu'un dessert, Léa. Pas un dîner d'État. Le commentaire tomba avec la même piqûre que d'habitude, mais je l'avalai. Autrefois, j'aurais pu me défendre, maintenant, je me contentais de plier le torchon dans mes mains jusqu'à ce que les bords s'alignent parfaitement. Je vais prendre une douche, dit-il en se dirigeant vers l'escalier, par-dessus son épaule. Essaie de ne rien brûler cette fois. Quand il fut parti, Étienne s'approcha, les sourcils froncés. Pourquoi papa te dit des choses comme ça? Je me figeai, les mains se serrant autour du torchon. Comment expliquer à un enfant de 10 ans que parfois l'amour se transforme en quelque chose d'autre? Que l'homme qui avait autrefois été mon refuge était devenu mon critique le plus sévère. Parfois, les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont stressés, murmurai-je, même si cela sonnait faux à mes propres oreilles. Il n'eut pas l'air convaincu, mais il n'insista pas. Au lieu de cela, nous dressâmes la table ensemble dans un rythme silencieux. La porcelaine de Sèvres, l'argenterie polie, notre propre petit acte de travail d'équipe. À 17h45, j'avais troqué mon tablier contre la robe bleu marine que Marc m'avait achetée à Noël dernier. Sûre, conservatrice, oubliable, exactement comme il aimait. Mon maquillage était discret, mes bijoux minimaux, parfaits pour me fondre dans le décor. À 18h précises, la sonnette retentit. Mes beaux-parents, Henri et Viviane Dubois, se tenaient là comme des serre-livres aux cheveux argentés, le visage figé dans leur expression par défaut de légère désapprobation. La maison est propre, dit Viviane, m'embrassant en l'air sans réellement me toucher. Henri lui tendit son manteau sans un mot, cherchant déjà Marc. Dans son monde, les hommes parlaient affaires tandis que les femmes portaient les manteaux. En quelques minutes, le reste du clan Dubois arriva. Sophie, tout sourire ourlé d'acier, et Alain, le plus jeune,
se prélassant toujours dans l'immunité de l'enfant chéri. L'étreinte de Sophie fut rapide, son murmure tout sauf. Tu as l'air reposé. Ça doit être agréable d'avoir toute la journée pour se préparer pour ces choses. Je ne me laissais pas faire. J'avais appris que le silence pouvait être sa propre armure. Depuis la salle à manger, j'entendis la voix de Sophie, basse et sournoise. Voyons si elle gâche encore une fois. Le rire doux de Viviane suivit comme le clic d'une serrure se fermant. Je pris une lente inspiration, mes mains lissant le tissu de ma robe. Dehors, les dernières lueurs du jour s'éteignaient, et mon reflet dans la fenêtre attira mon regard. Mon propre visage me renvoyait un regard composé et agréable. Mais dans mes yeux, un scintillement d'autre chose, quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. Et quelque part au fond de ma poitrine, je sentis l'air changer, comme si la nuit attendait de bondir. La salle à manger scintillait sous la lumière du lustre. Chaque verre et chaque fourchette alignés comme des soldats en parade. La longue table en acajou brillait, et l'air portait déjà le léger parfum de scotch et de parfum, un mélange enivrant d'argent ancien et de malice subtile. Marc était dans son élément, debout en bout de table, versant des verres avec le charme qu'il ne rationnait que pour ceux qui n'étaient pas moi. Sa voix était douce, confiante, comme toujours quand il avait un public. Viviane s'installa sur sa chaise avec la grâce d'une reine prenant son trône, ses perles attrapant la lumière. Elle se tourna vers moi comme pour faire un compliment, bien que son ton le fît sonner comme une mise en garde. « J'espère que tu ne t'es pas trop dépensée, ma chère. Nous ne voudrions pas que tu sois fatiguée. » Alain sourit, faisant tournoyer la glace dans son verre. D'ailleurs, le dessert de l'année dernière était, quel est le mot poli, Sophie? Mémorable. Sophie intervint, affichant un sourire qui aurait pu trancher la peau, mais pas comme on l'espérait. Une vague de rire parcourut la table, et je sentis cette chaleur familière me picoter la nuque. Je gardai mon sourire figé, un masque que j'avais si bien appris à porter qu'il me semblait presque être ma propre peau. Étienne était assis à côté de moi, ses petites épaules carrées, ses yeux se posant furtivement sur les adultes comme s'il cataloguait une scène de crime. Sa main trouva la mienne sous la table, une pression silencieuse qui disait qu'il voyait plus que quiconque ne le réalisait. Le regard de Viviane glissa vers mon couvert. « Ah, tu as mis les fourchettes à l'extérieur cette année. Tu dois enfin avoir lu ce livre d'étiquettes que je t'ai donné. » J'aurais pu lui faire remarquer que je dressais des tables depuis l'âge de 12 ans, mais à la place, j'acquiesçais. « Oui, merci. » La vérité était que chaque mot, chaque regard dans cette famille était pesé. Un jeu d'échecs où mon rôle était d'être le pion poli. Mais ce soir, quelque chose était différent. La main d'Étienne dans la mienne n'était pas seulement un réconfort, c'était une préparation. Quand le poulet rôti arriva, doré et parfumé, la conversation se déplaça vers des sujets acceptables. Indices boursiers, valeurs immobilières, le récent changement de la carte des vins du club. Je me déplaçais silencieusement, remplissant les verres, nettoyant les miettes, l'hôtesse efficace. Mais alors que Sophie se penchait vers sa mère et murmurait quelque chose, j'entendis juste assez. Elle va sûrement encore gâcher. Le rire approbateur de Viviane était bas. Une chaleur lente s'enroula dans mon estomac. Non pas la rougeur embarrassée que j'avais ressentie pendant des années, mais quelque chose de plus lourd, de plus solide. Je regardai Étienne. Il croisa mon regard, et pendant une fraction de seconde, je vis la même étincelle là. La tarte attendait dans la cuisine, sa croûte parfaite brillant sous la lumière douce. Et bien qu'aucun d'eux ne le sût, nous nous dirigions tous vers un moment qui briserait la surface soigneusement polie de cette famille. Je ne savais pas encore à quel point les fissures seraient profondes. Le dîner suivit un rythme lent et méthodique, comme toujours à la table des Dubois. Une performance silencieuse de bonne éducation et de manière coûteuse. L'argent frottait doucement la porcelaine, les verres tintaient, et la voix de Marc flottait au-dessus de la table alors qu'il racontait une histoire sur une semaine particulièrement profitable à la firme. J'acquiesçais au bon moment, passais la salade quand on me le demandait, et gardais les yeux sur mon assiette. En face de moi, Sophie sirotait son vin comme si elle attendait un acte dans une pièce, non pas le spectacle principal, mais l'entracte avant quelque chose de mieux. Lorsque la dernière assiette de poulet fut desservie, le regard de Marc me trouva. « C'est l'heure du dessert, Léa, dit-il, son ton désinvolte, mais portant un sous-entendu que je connaissais trop bien. « Oui, dis-je, forçant mes mains à bouger régulièrement en me levant. Un instant. Dans la cuisine,
je restai un instant plus longtemps que nécessaire, fixant la tarte. Elle était parfaite, la croûte dorée et croustillante, les noix de pécan brillantes et arrangées en spirale nette. Ma mère avait l'habitude de dire, si elle a l'air parfaite, elle est probablement parfaite. Je la portai dans la salle à manger, prenant soin de ne pas laisser la chaleur de mes mains atteindre le plat. La pièce s'apaisa juste assez pour que mes pas résonnent plus fort sur le parquet poli. Je posai la tarte au centre de la table. Les yeux de Viviane la parcoururent. Comme c'est traditionnel, murmura-t-elle. C'est la recette de ma mère, dis-je doucement, coupant la première tranche pour elle. Marc prit son assiette en dernier. Il prit son temps pour couper un morceau avec sa fourchette, le portant à sa bouche. Pendant une seconde, son visage fut illisible. Puis, lentement, un sourire en coin se dessina au coin de sa bouche. Même le chien pourrait faire mieux, dit-il, repoussant l'assiette avec une facilité délibérée. Les mots restèrent suspendus dans l'air, comme la fumée après un coup de feu. Le rire de Sophie brisa le silence, vif, ravi. Alain secoua la tête avec une incrédulité feinte. Les lèvres de Viviane se serrèrent en un infime sourire, celui que les gens arborent lorsqu'ils se sentent justifiés. La chaleur me monta au cou, se répandant sur mes joues. La tarte était parfaite. Je savais qu'elle était parfaite. Je l'avais goûtée moi-même, mais ici à cette table, son jugement était le seul qui comptait. Je baissai les yeux, le rire montant autour de moi. Sous la table, la cuillère d'Étienne tinta contre son assiette, durement, délibérément. Quand je le regardai, je vis sa mâchoire serrée, ses yeux verts vifs et fixes. Marc se pencha en arrière sur sa chaise, à l'aise maintenant que le moment lui appartenait. Nous pourrions t'inscrire à un cours de cuisine au centre communautaire, chérie, dit-il, sa voix dégoulinant de fausses préoccupations. Ça pourrait être un bon usage de tout ce temps libre. Le rire monta de nouveau, mince et cruel. La main d'Étienne bougea, posant sa cuillère avec un tintement silencieux et délibéré qui, d'une manière ou d'une autre, traversa le bruit. Il se redressa sur sa chaise, regardant non pas moi, mais son père. Sa voix était calme, claire et incroyablement posée. Dis-leur pour Paris. La pièce se figea. Le bruit des fourchettes et des rires s'évapora. Même le léger bourdonnement du lustre sembla s'éteindre. Le sourire narquois de Marc disparut, remplacé par quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. La peur. La main de Marc, tenant toujours sa fourchette, se raidit. Pendant une seconde, elle plana dans les airs avant de redescendre lentement vers l'assiette. Le métal fit un léger raclement accidentel qui sonna bien plus fort qu'il n'aurait dû. Quoi, dit-il, sa voix coupée, non pas tranchante de colère, mais tendue, comme une corde tirée trop loin. Étienne ne s'y a pas. Dis-leur pour Paris. La tête de Viviane s'inclina légèrement, ses perles attrapant la lumière du lustre. Qu'y a-t-il à Paris, Marc, demanda-t-elle, son ton doux mais empreint de suspicion. Marc força un petit rire qui sonna fragile. Juste un voyage de travail. Vous savez comment sont les enfants. Ils entendent des choses. Ils les mélangent. Je ne suis pas mélangé, dit Étienne, toujours calme, toujours posé. Alain se pencha en avant, les yeux brillants, comme chaque fois qu'un scandale familial était sur le point d'éclater. Oui, grand frère. Qu'est-ce qui s'est passé à Paris? Le regard de Marc se tourna vers moi, cherchant du soutien, ou peut-être m'avertissant de ne pas insister, mais je ne pouvais pas bouger, pas parler. Je le regardais s'effilocher fil par fil devant les personnes même qu'il ne voulait jamais voir transpirer. Ce n'est rien, dit Marc trop vite cette fois. Réunion client standard. Étienne a dû entendre quelque chose hors contexte. Mais sa voix était fausse. Elle manquait de l'autorité douce et inébranlable qu'il portait habituellement dans chaque pièce. Il était sur la défensive. Les yeux de Sophie se rétrécirent. Étienne, dit-elle, sa voix dégoulinant de fausse chaleur. Que voulais-tu dire à propos de Paris? Étienne posa ses mains soigneusement sur la table, comme il avait vu les adultes le faire. Papa sait. Il regarda directement son père. Tu sais. Le silence qui suivit fut plus épais que tout ce que j'avais ressenti dans cette maison auparavant. Les yeux de Marc brillèrent, non de colère, mais de calcul. J'avais vu ce regard lorsqu'il était acculé dans une affaire commerciale, pesant quel mensonge lui coûterait le moins. Puis-je être excusé, maman, demanda Étienne, se tournant vers moi.
j'acquiesçai avant de pouvoir réfléchir, et il glissa de sa chaise sans hâte, marchant vers l'escalier avec la confiance tranquille de quelqu'un qui savait qu'il avait déjà fait exploser la bombe. Nous écoutâmes ses pas s'éloigner. Eh bien, dit enfin Henri, son ton entre la désapprobation et l'intrigue. C'était inhabituel. Marc essaya un autre rire, plus faible que le premier. Vous savez comment sont les enfants, imaginations hyperactives. Mais Viviane n'eut pas l'air convaincue. Elle avait ce même regard plissé que je l'avais vu utiliser lorsqu'elle soupçonnait le traiteur d'avoir surfacturé. Et à ce moment-là, je réalisai quelque chose. Les 5 mots d'Étienne n'étaient pas seulement un acte de défi. C'était une fissure dans l'armure, et Marc le savait. Le reste du repas tituba comme un ivrogne rentrant chez lui. La conversation s'interrompit, les regards furtifs. Personne ne savait vraiment où se poser. Marc se versa un autre scotch, le liquide s'agitant plus haut que d'habitude dans le verre. Viviane tenta de ramener les choses sur un terrain sûr, se lançant dans une histoire sur le gala de charité qu'elle présidait, mais sa voix manquait de conviction. Sophie picora sa tarte sans la manger, son regard fixé sur Marc comme si elle pouvait le surprendre à tressaillir. Alain continuait de sourire d'un air suffisant, comme un homme ayant des places au premier rang pour un combat qu'il n'avait pas payé. Marc était plus silencieux maintenant, répondant par des phrases courtes. Son arrogance précédente s'était évaporée. Il vérifia sa montre 2 fois en 10 minutes, faisant semblant d'écouter, mais faisant des calculs dans sa tête. Scénario de gestion de crise, quoi dire à qui et quand. Je suivais les mouvements, remplissant les cafés, retirant les assiettes, mon corps en pilote automatique, tandis que mon esprit rejouait le moment encore et encore. 10 heures pour Paris. La façon dont Étienne l'avait dit n'était pas négligente. C'était précis. Après le café, je me levai pour commencer à débarrasser. Laisse, dit Marc, sans me regarder. Nous laisserons le chien avoir la tarte plus tard. Une vague de rire tenta de s'élever, mais s'éteignit rapidement. Personne ne voulait être celui qui serait pris à rire maintenant. Je gardai ma voix neutre. Excusez-moi un instant. Je trouvai Étienne dans le couloir de l'étage, accroupi près de la rampe, écoutant. Quand il me vit, il se redressa, son visage calme et illisible de la manière dont les enfants y parviennent parfois lorsqu'ils retiennent quelque chose d'important. « Viens, dis-je doucement, le conduisant dans la chambre d'amis et fermant la porte. C'était quoi ça? Il hésita, regardant le sol. Je te le dirai plus tard, dit-il finalement. Je ne pouvais pas le laisser continuer à te parler comme ça. Pas ce soir. Il y avait une certitude dans son ton qui me serra la gorge. Étienne, commençai-je, mais il secoua la tête. Plus tard, répéta-t-il, sa voix plus basse maintenant, presque un murmure. Quand nous serons à la maison. En bas, j'entendis le rire d'Alain et la voix de Marc montant, essayant de reprendre une sorte de contrôle sur la pièce. Mais le ton avait changé, et je savais, nous savions tous les deux que quelque chose s'était brisé ce soir. Et quoi qu'Étienne ait vu, quoi qu'il retienne, c'était suffisant pour faire peur à Marc. Au moment où les Dubois décidèrent enfin de partir, l'air dans la maison était lourd, comme si chaque mot prononcé avait ajouté une autre couche invisible. L'au revoir de Viviane fut raide, ses lèvres pressant l'air près de ma joue sans la toucher. Alain tapota le dos de Marc d'une manière qui ressemblait plus à une moquerie, et Sophie s'attarda juste assez longtemps pour murmurer « C'était quoi ça ?» avant de glisser dans la nuit. La porte se referma. Silence. Marc ne me regarda pas. « Je vais à mon bureau, dit-il, s'éloignant déjà. Le bruit de la porte se refermant derrière lui fut définitif, comme le couvercle d'un cercueil. Je commençai à empiler les assiettes, bougeant lentement, laissant le tintement de la porcelaine remplir le vide. Quand je me penchai pour ramasser sa veste drapée sur la chaise de cuisine, quelque chose tomba au sol. C'était un reçu plié. J'allais le poser sur le comptoir sans regarder, mais les mots attirèrent mon attention. Hôtel Le Caron, Paris. La date, le 12 novembre, il y a 2 semaines. Une vague de froid me parcourut. Le 12 novembre, c'était la semaine de la pièce de théâtre d'Étienne à l'école. Marc avait dit qu'il était à Lyon pour des réunions d'investisseurs, s'excusant par SMS d'avoir manqué le grand début de Thomas Edison. Je me souvenais d'être dans l'auditorium bondé, filmant Étienne d'une main et serrant mon téléphone de l'autre, attendant la vibration qui ne vint jamais avant des heures. Je glissai le reçu dans ma poche juste au moment où la porte du bureau de Marc s'ouvrit.
Il entra dans la cuisine, son expression soigneusement neutre. À propos de ce qu'Étienne a dit, commença-t-il, cette fausse désinvolture dans son ton. C'est bon, dis-je rapidement, me tournant vers l'évier. Les enfants disent parfois des choses étranges. Il me regarda un instant de trop. Exactement. J'ai dit la même chose à mes parents quand ils ont appelé tout à l'heure. Tes parents ont appelé, demandai-je, gardant ma voix égale. Maman était inquiète. Tu sais comment elle est. Ses yeux balayèrent le comptoir, scrutant l'espace comme un homme vérifiant une scène de crime pour tout ce qu'il aurait pu laisser derrière lui. J'ai expliqué qu'Étienne avait dû m'entendre parler du bureau parisien. Nous envisageons d'ouvrir une succursale là-bas. C'était un bon mensonge. Lisse, crédible. Il y a 2 semaines, j'aurais acquiescé et laissé passer. Mais maintenant, avec le caron qui me brûlait la poche, je sentais mon visage se figer dans un masque que je ne reconnaissais pas, un qui empêchait mes pensées de se répandre. Ça a du sens, dis-je, forçant un petit sourire. Je parlerai à Étienne de l'interruption des conversations d'adultes. Le soulagement adoucit ses traits. Bien. Nous devrions présenter un front uni. Il se rapprocha, posant une main sur mon épaule. Il me fallut tout mon être pour ne pas reculer. Je vais prendre une douche, dit-il. Longue journée demain. Le bruit de l'eau qui coule remplit l'étage. Je fouillai dans ma poche, dépliai le reçu à nouveau, et le fixai. Hôtel Le Caron, 800 € la nuit, minimum. Pas le genre d'endroit où l'on séjourne pour affaires, du moins pas le genre de marque. Quelque chose me disait que ce n'était que le premier fil, et j'étais prêt à tirer. L'eau à l'étage tonnait. Le bruit étouffé mais régulier. Un métronome décomptant les minutes avant que je ne doive remettre mon masque. Je ne les gaspillais pas. La porte de la chambre d'Étienne était entr'ouverte, un mince filet de lumière chaude se répandant dans le couloir. Je frappai légèrement avant d'entrer. Il était assis en tailleur sur le lit, toujours dans ses vêtements de dîner, tripotant distraitement les boutons de sa chemise. « Ça va ?» demandai-je, gardant ma voix douce. Il acquiesça, bien que ses yeux restassent fixés sur ses genoux. « Papa est fâché contre moi. »« Non, dis-je, surpris peut-être, mais pas fâché. » Je m'assis sur le bord du lit. « Étienne, que voulais-tu dire à propos de Paris ?» Ses mains s'immobilisèrent. Il me regarda, puis de nouveau vers le bas. « Tu promets de ne pas être fâché ?» Je me penchai plus près. « Je promets. » Il attrapa sa tablette sous son oreiller. Je n'essayais pas de fouiner, commença-t-il rapidement. Mais la semaine dernière, après l'entraînement de foot, papa a laissé son téléphone dans la voiture. Il n'arrêtait pas de vibrer, alors j'ai regardé si c'était toi. Il déverrouilla l'écran et afficha une photo. J'eus le souffle coupé. C'était une capture d'écran. Le téléphone de Marc s'illuminait d'un appel entrant. Rachel, Paris. Elle a appelé 3 fois pendant qu'il parlait à l'entraîneur André, continua Étienne. Il fit glisser l'écran vers la capture d'écran suivante et mon estomac se tordit. Un aperçu de texte brillant sur l'écran de verrouillage de Marc. Hâte de te revoir. Même hôtel. Quand je lui ai rendu son téléphone, dit Étienne, il est devenu bizarre. M'a dit de ne plus jamais toucher son téléphone. Sa voix devint plus petite. Ce n'était pas la première fois que je voyais son nom. Je fixai l'écran. L'émoji cœur à côté de son nom me frappa comme un couteau. Non pas parce que c'était une inconnue, mais parce que c'était si désinvolte, comme si elle avait gagné cette place sans que je sache même qu'elle existait. Les yeux d'Étienne me regardaient maintenant, cherchant une réaction. Je me forçai à les rencontrer et le serrer dans mes bras. « Tu as bien fait de me le dire, » murmurai-je. « Ce n'est pas ta faute. » Rien de tout ça. Il me serra en retour, ses bras maigres se resserrant autour de ma taille. Je ne voulais juste pas qu'il continue à être méchant avec toi. J'embrassai le sommet de sa tête, le serrant plus longtemps que je n'aurais dû. À l'étage, la douche s'arrêta. Je quittai sa chambre, mon cœur battant à tout rompre dans mes oreilles. Les captures d'écran gravaient maintenant dans mon esprit. Marc avait sa Rachel, et j'avais ma première preuve. J'attendis d'entendre la porte de la salle de bain se refermer à nouveau, le léger bourdonnement de la brosse à dents électrique de Marc résonnant faiblement à travers le mur. Puis je descendis,
me déplaçant silencieusement comme quelqu'un qui s'introduit dans sa propre vie. L'ordinateur portable était sur le comptoir de la cuisine là où je l'avais laissé plus tôt. Mes doigts hésitèrent juste une seconde sur le pavé tactile. De vieilles habitudes me disant que je ne devrais pas fouiner. Mais cette voix était plus calme maintenant, noyée par les captures d'écran d'Étienne rejouant dans ma tête. Je me connectais à notre compte de carte de crédit conjoint. Marc gérait la plupart des finances, insistant sur le fait que cela avait du sens étant donné son expertise. Mais j'avais toujours les mots de passe, reliques d'une époque où nous croyions en la transparence. Le relevé se chargea lentement, chaque transaction comme un petit caillou, menant quelque part où je ne voulais pas aller mais ne pouvais éviter. Hôtel Le Caron, 2400 €. Quartier, 1200 €. Galerie Lafayette, 1890 €. Daniel Paris 650 €, le tout dans la même fenêtre de 3 jours en novembre. Tout pendant la semaine où il était censé être à Lyon à manger du poulet de conférence et à dormir au Marriott. Mon pouce accéléra. Je fis défiler plus loin, après octobre, après septembre. Le motif apparut comme une tache s'épanouissant à travers un tissu. Chaque mois, depuis 6 mois, il y avait des frais similaires. Toujours Paris, toujours le luxe, toujours des moments coïncidents avec des voyages d'affaires. Je fis des captures d'écran de tout, les sauvegardant dans un dossier caché sur un ancien compte cloud que Marc ne connaissait pas. Pendant un long moment, je restais assise là, fixant la lueur de l'écran. J'avais pensé que la trahison ressemblerait à une seule coupure nette, une blessure propre que l'on pourrait nommer et soigner. Mais ça, c'était une hémorragie lente. Des mois, peut-être plus, de lui me regardant dans les yeux tout en dépensant tranquillement notre vie ensemble ailleurs. À l'étage, j'entendis le lit grincer alors que Marc se couchait. Je fermai l'ordinateur portable et m'assis dans la cuisine sombre. Le seul son, le léger bourdonnement du réfrigérateur. Si c'était une partie d'échecs, il avait fait des coups pendant des mois. C'était mon tour maintenant. Au matin, la décision s'était installée en moi comme quelque chose d'inévitable. Je ne pouvais pas affronter ça seul. Pas avec l'argent de Marc, ses relations, et ce talent qu'il avait pour tordre une histoire jusqu'à ce que vous doutiez de votre propre mémoire. J'avais besoin de quelqu'un qui sache comment creuser. Après qu'Étienne soit parti à l'école, j'appelai Maëlle. Elle avait été ma colocataire à l'université. Intelligente, implacable, et travaillant actuellement comme parajuriste pour un cabinet d'avocats de taille moyenne en centre-ville. Le genre de personne qui pouvait trouver une aiguille dans une botte de foin, puis vous donner le numéro de sécurité sociale de la botte de foin. Maëlle, j'ai besoin de ton aide, dis-je dès qu'elle décrocha. Ma voix devait porter quelque chose d'aigu parce que la sienne s'adoucit immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Je dois venir? Oui, et j'ai besoin de conseils juridiques. Officieusement. 20 minutes plus tard, j'étais assise à sa table de cuisine, une tasse de café réchauffant mes mains pendant qu'elle faisait défiler les captures d'écran sur mon téléphone. Elle ne dit rien pendant un long moment. Puis elle laissa échapper un lent sifflement. Eh bien, dit-elle, ton mari n'est pas subtil, n'est-ce pas? Apparemment pas. Comment s'appelle-t-elle déjà? Rachel. J'hésitais, puis ajoutai, dans son téléphone, elle est Rachel Paris. Les sourcils de Maëlle se haussèrent. Oh, il est arrogant. Voyons ce que nous pouvons trouver. Ses doigts volèrent sur le clavier, la lueur de l'ordinateur portable éclairant son visage. Elle effectua des recherches dans des annuaires publics, des biographies d'entreprises, LinkedIn, et même scanna quelques bases de données internes auxquelles elle n'était techniquement pas censée avoir accès. En 40 minutes, elle tourna l'écran vers moi. Une photo professionnelle regardait. Cheveux blonds lisses, blazer bleu marine ajusté, dents si blanches qu'elles en faisaient presque mal aux yeux. Rachel Dubois, lut Maëlle. 32 ans. Analyste en investissement chez Duval et Associés, un cabinet partenaire de l'entreprise de ton mari sur plusieurs projets. A déménagé à Paris depuis Londres il y a 8 mois. MBA de HEC Paris. Divorcé il y a 2 ans. Co-cité, adultère. Je clignai des yeux. Elle a déjà fait ça. Maëlle acquiesça. Son ex-mari a affirmé qu'elle avait eu une liaison avec son patron marié. Cela pourrait être son truc. Je fixai la photo plus longtemps que je ne l'avais voulu, cataloguant chaque détail. Elle était tout ce que je n'étais pas à ce stade de ma vie.
plus jeune, plus affûté, portant toujours cette lueur dangereuse de quelqu'un qui n'avait pas été usé par des années de critiques calculées. Maël ferma l'ordinateur portable. Si tu veux agir, il te faut plus que des reçus. Il te faut quelque chose d'indéniable. Une confession, des témoins, quelque chose qu'il ne pourra pas déformer. Je pensais à la soirée de Thanksgiving. La voix d'Étienne. La façon dont le visage de Marc s'était vidé. Il n'est pas prudent, dis-je lentement. Pas assez prudent. Et tandis que les mots quittaient ma bouche, une idée commença à prendre forme. L'appartement de Maël avait le bourdonnement d'un moteur silencieux, le café qui infusait, le ventilateur de son ordinateur portable qui vrombissait, le doux clic des touches alors qu'elle ouvrait une autre fenêtre de recherche. Si elle marque des lieux ou est marquée sur des photos, nous pourrions avoir une piste, murmura Maël, tapant déjà Rachel Dubois sur Instagram. Le compte était privé, mais elle sourit. Privé ne signifie pas invisible. En quelques minutes, elle faisait défiler des publications publiques où Rachel avait été identifiée par d'autres. Des photos d'événements d'entreprise, des photos de groupes de restaurants, même un cliché flou lors d'un spectacle à Broadway. Regarde ça, dit Maël, cliquant sur une photo d'un gala de Duval et associé il y a 3 mois. Rachel était dans une robe rouge foncée, riant à quelqu'un hors champ. Derrière elle, juste flou, se trouvait Marc, reconnaissable dans un costume noir ajusté, le même air suffisant que j'avais vu lors d'innombrables dîners de famille Dubois. Ce week-end-là, dis-je doucement. Il m'a dit qu'il était à Marseille rendre visite à un ami d'université. La bouche de Maël se tordit. J'imagine que son ami portait du Valentino. Elle continua de fouiller, et le motif apparut comme de l'huile s'épanouissant sur l'eau. Les identifications de Rachel étaient toujours dans les mêmes types d'endroits que les dépenses sur nos relevés de cartes de crédit, l'hôtel Le Caron, Daniel, quelques clubs de jazz intimes dans le Marais, toujours seul dans le cadre. Mais les dates correspondaient trop précisément à ses voyages d'affaires pour être ignorées. Maël se pencha en arrière, ses yeux vifs. Ce n'est pas juste une petite aventure entre 2 réunions. Il lui construit une vie parallèle. La phrase me resta en tête, une vie parallèle. Je l'imaginais comme des rails de chemin de fer courant juste à côté des miens, assez proches pour que je puisse presque les toucher, mais se dirigeant dans une direction où je n'avais jamais été invité à les suivre. Pendant un long moment, je ne dis rien. Je restais juste là à regarder l'écran, cette collection de moments tirés d'une vie qui était censée être la mienne à partager avec lui. Des dîners, des voyages, des toasts au champagne, le genre de choses qu'il disait maintenant être trop cher ou trop de problèmes quand je les suggérais. Une pensée amère s'immisça, non invitée. Il n'était pas fatigué de la romance. Il était juste fatigué de la romance avec moi. La voix de Maël me coupa. Tu es prête à passer du soupçon à l'échec et mat. Je pensais à Étienne, au regard dans ses yeux quand il posa sa cuillère à Thanksgiving, à la façon dont, même à 10 ans, il avait reconnu quelque chose que j'avais passé des mois à éviter. Oui, dis-je. Ma voix semblait calme, même pour moi. Je suis prête. L'opportunité se présenta 2 nuits plus tard sous le déguisement le plus ordinaire. Marc était étendu sur le canapé, à moitié regardant un segment d'information financière, à moitié faisant défiler son téléphone. Je vais me coucher tôt, annonça-t-il en éteignant la télévision. Réunion tôt demain. J'attendis 10 minutes, 20. Puis, quand la lumière de la chambre s'éteignit, je montai les escaliers, passant devant notre chambre et dans le petit placard du couloir où il gardait son sac de sport. Il l'avait laissé à moitié zippé, ses vêtements d'entraînement froissés sur le dessus de la même manière insouciante qu'il faisait tout ce qu'il ne considérait pas important. En dessous, mes doigts effleurèrent quelque chose de lisse et aux bordures, un téléphone. Pas son modèle élégant habituel, mais un téléphone prépayé bon marché. Le genre que les gens achètent quand ils ne veulent pas qu'il soit tracé. Mon pouls battait à tout rompre dans mes oreilles alors que je le sortais et appuyais sur le bouton d'alimentation. L'écran s'illumina instantanément. Pas de code. Il n'y avait qu'un seul contact dans le répertoire. Le fil de texte était obscène dans son intimité. Des centaines de messages remontant à des mois, passant du poli au séducteur à l'explicite. Hâte de me réveiller à nouveau à côté de toi. La nuit dernière était incroyable. Ma femme devient suspicieuse. Nous devons être prudents. Jeudi ne peut pas venir assez vite. Mais c'est l'échange le plus récent qui me figea sur place. Notre dîner de famille a été un désastre.
L'enfant c'est quelque chose. Comment? Marc. Aucune idée, mais j'ai géré ça. Il est peut-être temps de lui dire. J'en ai marre de me cacher. Marc, pas encore. Je dois d'abord protéger mes actifs. Protéger ses actifs. Il ne me trompait pas seulement. Il planifiait, stratégisait comment me quitter selon ses conditions, avec son argent intact tout en gardant la vérité enfouie jusqu'à ce que cela lui soit bénéfique. Je pris des photos de chaque écran avec mon propre téléphone, les mains tremblantes mais délibérées. Puis je l'éteignis, le remis exactement là où je l'avais trouvé, et remis le sac. De retour dans la cuisine, je fixai la lueur du réfrigérateur pendant un long moment. Je ne pleurais pas. Je ne tremblais plus. J'étais stable. Si Marc pensait qu'il était le seul à pouvoir planifier à l'avance, il était sur le point de découvrir à quel point il se trompait. Au lundi matin, ma certitude s'était aiguisée en quelque chose de presque physique, comme une lame que je pouvais sentir dans ma main. Maël avait déjà pris rendez-vous avec Diane Leclerc, une avocate spécialisée dans le divorce dont la réputation de démanteler des hommes comme Marc se murmurait dans certains cercles. Son bureau était frais et précis. Bureau en verre, étagère tapissée de livres de droit reliés en cuir, une seule orchidée fleurissant sur le rebord de la fenêtre. Diane me serra fermement la main, son regard déjà évaluateur. Maël m'a mise au courant. Voyons ce que vous avez. Je glissai la pile de preuves sur le bureau, capture d'écran, relevé de cartes de crédit, et, en haut, des photos des textes du téléphone prépayé. Diane les parcourut avec le calme concentré d'un chirurgien examinant des scanners avant une opération. Vous avez fait un excellent travail préparatoire, dit-elle. Malheureusement, dans cet état, l'adultère ne change pas radicalement la répartition des biens à moins que nous puissions prouver une dissipation, c'est-à-dire qu'il a dépensé des fonds conjugaux pour elle. Je montrai du doigt les transactions surlignées, hôtels, bijoux, restaurants, des milliers d'euros. Elle acquiesça. Il prétendra que ce sont des dépenses liées à ses clients et à son travail. C'est plausible. Elle posa les papiers. Nous avons besoin de quelque chose d'irréfutable. Une confession. Idéalement devant des témoins qui ne seront pas de son côté. L'idée jaillit instantanément dans mon esprit. Thanksgiving se rejoua dans ma mémoire. La façon dont les 5 mots d'Étienne avaient privé Marc de tout son calme. Et qui était là? Les Dubois. Et si, dis-je lentement, je pouvais le faire admettre devant sa famille? Le sourcil de Diane se haussa. Ce serait inhabituel, efficace, mais délicat. Il devrait être pris au dépourvu, incapable de préparer une histoire de couverture. Je sais comment faire ça, dis-je. Ma voix était posée, même si mon pouls ne l'était pas. J'ai juste besoin de m'assurer qu'ils sont tous dans la même pièce. Diane se pencha en arrière sur sa chaise. Si vous y parvenez, nous négocierons du haut de la montagne. Mais comprenez, une fois que cela commence, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Je pensais au téléphone prépayé, au nom de Rachel et à ses contacts avec cet emoji cœur, à Étienne me voyant humilié à cause d'une tarte parfaite. Je ne reviens sur rien, dis-je. Et à ce moment-là, je n'étais pas seulement Léa Duval, épouse et hôtesse, belle-fille polie. J'étais la femme qui était sur le point de brûler la pièce et de s'assurer qu'il me remettait les allumettes. Je savais exactement où viser. Dans la famille Dubois, rien, ni la loyauté, ni la gentillesse, ni même le sang, ne l'emportait sur la préservation de leur réputation. Et personne ne la protégeait plus férocement que Viviane. Je l'appelai mardi après-midi, prenant soin de laisser l'hésitation transparaître dans ma voix. Viviane, je voulais encore m'excuser pour ce qu'Étienne a dit à dîner l'autre soir. Je suis vraiment inquiète pour lui. Il dit des choses étranges ces derniers temps. La pause à l'autre bout fut courte mais chargée. Étrange? Comment? Il n'arrête pas de parler de cette femme nommée Rachel. Dit qu'il a entendu Marc lui parler. Je pense qu'il invente des histoires pour attirer l'attention. Je laissai ma voix baisser. Je suis juste inquiète qu'il dise quelque chose à l'école. Tu sais à quelle vitesse les ragots se répandent. Il y eut un léger sifflement d'air comme si elle venait de tirer sur une cigarette qu'elle ne fumait pas. Nous devrions en discuter en famille, déclara-t-elle. Oh, je ne veux pas causer de problème. Absurdité. Venez dîner jeudi, nous tous ensemble. Nous allons tirer ça au clair.
Son ton avait la finalité tranchante d'un juge rendant un verdict. Mais Marc a une conférence à Bordeaux ce soir-là. Je l'appellerai moi-même, interrompit-elle. Il peut retarder son voyage pour quelque chose d'aussi important. Je souris au téléphone, laissant juste assez de soulagement teinter mon ton. Si tu penses que c'est le mieux. Oh, oui, dit-elle, et j'entendis la satisfaction dans sa voix. Elle pensait qu'elle orchestrerait une intervention familiale pour protéger le nom des Dubois. Elle ne réalisait pas qu'elle préparait le terrain pour son démantèlement public. Mercredi soir, Marc arpentait notre chambre comme un animal en cage. Je n'arrive pas à croire que tu aies impliqué ma mère là-dedans, claqua-t-il. Tu as la moindre idée de ce que tu as fait. J'ai des réunions importantes, insista-t-il. Je ne savais pas, dis-je, feignant l'innocence. Tu sais comment elle est quand elle s'inquiète pour la réputation de la famille. Sa mâchoire se serra, une veine pulsant à sa tempe. Bien, mais nous présentons un front uni. Étienne fait des siennes, et c'est l'histoire. Compris? Bien sûr, dis-je, gardant mon ton égal. Un front uni. Il s'arrêta de marcher assez longtemps pour me pointer du doigt. Ne rend pas ça plus difficile que ça ne doit l'être. Je rencontrai son regard, souriant faiblement. Je n'y songerais même pas, mais dans mon esprit, les pièces étaient déjà en place. La convocation de Viviane, l'amour du spectacle des Dubois, les captures d'écran d'Étienne attendant dans mon sac. Tout ce qui restait était d'allumer l'allumette. Jeudi soir arriva, vif et froid, le genre d'air qui rend tout plus net. Je m'habillai avec une attention délibérée, non pas dans le bleu marine ou le beige discret et approprié que Viviane préférait, mais dans une robe ajustée couleur bordeaux que j'avais achetée il y a des années et portée une seule fois. Marc m'avait un jour dit que j'avais l'air d'en faire trop. Ce soir, c'est exactement ce que je voulais. Étienne regarda depuis l'embrasure de la porte pendant que j'ajustais mes cheveux. Tu as l'air différente, dit-il doucement. Différemment bien ou différemment bizarre? Il haussa les épaules, mais il y avait une étincelle dans ses yeux. Comme si tu allais quelque part d'important. Je m'agenouillai pour lui redresser le col. C'est le cas. Et quoi qu'il arrive ce soir, je t'aime. Ce n'est pas ta faute. Il hocha la tête solennellement, la même calme détermination que j'avais vue à Thanksgiving se posant sur ses traits. Quand nous arrivâmes chez Viviane, la BMW de Marc était déjà dans l'allée. Il avait dû venir directement du travail. Sa cravate était encore parfaitement nouée, mais sa jambe sautait quand nous entrâmes, un tic nerveux qu'il ne savait pas avoir. La famille était déjà rassemblée dans le salon formel. Viviane était assise dans son fauteuil à dossier haut comme une reine tenant court, Henri se tenant à côté d'elle, un verre à la main. Sophie était affalée sur le canapé, les yeux brillants comme si on lui avait promis un spectacle privé de drame. Alain, comme on pouvait s'y attendre, faisait défiler son téléphone, mais même lui leva les yeux quand nous entrâmes. Marc se dirigea vers moi comme pour se positionner à mes côtés, mais il y avait une raideur dans son sourire. Gardons sa cour, murmura-t-il sous son souffle. Front uni, tu te souviens. Viviane ne perdit pas de temps. Étienne, mon cher, cette histoire d'inventer des histoires doit cesser. Ce n'est pas sain. Je n'invente rien, dit Étienne d'une voix égale. Le ton de Marc devint plus vif qu'il ne l'avait voulu. Ne parle pas mal à ta grand-mère. Je posai une main légère sur l'épaule d'Étienne. En fait, j'ai réfléchi à ce qu'il a dit. Peut-être devrions-nous l'écouter. La tête de Marc se tourna vers moi si vite que j'aurais presque pu entendre son cou se raidir. Léa, nous avons discuté. Je sais, dis-je, gardant ma voix calme. Mais ta famille mérite la vérité. La pièce se figea. Sophie se pencha en avant, son regard faisant des allers-retours entre nous. Henri posa son verre avec un léger tintement. L'expression de Viviane bougea à peine, mais ses yeux s'aiguisèrent. La mâchoire de Marc se contracta, sa main se serrant autour de la coudoir de sa chaise. Léa. Je glissai ma main dans mon sac et enroulai mes doigts autour de la tablette qui s'y trouvait. Mon pouls était stable maintenant. La scène était prête. Le public captivé. C'était l'heure. Je sortis la tablette de mon sac et la posai sur la table basse, son écran noir reflétant la lumière du lustre. Étienne, dis-je, ma voix assurée. Pourquoi ne montres-tu pas à tout le monde ce que tu m'as montré? Marc fut instantanément debout.
C'est ridicule. Nous ne sommes pas, assieds-toi, dit Henri, sa voix comme une porte claquée. Marc se figea, puis se laissa retomber sur sa chaise, la rougeur montant à son cou. Étienne tapota l'écran. La première image remplit la pièce. Le téléphone de Marc s'illumina d'un appel entrant. Rachel, Paris. Sophie laissa échapper un léger « oh », comme si elle venait de voir la première fissure dans un vase parfait. Ça pourrait être n'importe qui, dit Marc rapidement. Un client. Avec un émoji cœur, demanda Sophie, sa voix dégoulinant de fausse douceur. Étienne fit glisser l'écran vers l'image suivante. L'aperçu du texte. Hâte de te revoir. Même hôtel. La colonne vertébrale de Viviane se raidit. Alain se pencha en avant comme s'il ne voulait pas manquer un mot. Cela ne prouve rien, dit Marc, sa voix montant. Les enfants font des captures d'écran de choses qu'ils ne comprennent pas. C'est pourquoi j'ai apporté plus, intervint-je. De mon sac, je posai les relevés de cartes de crédit imprimées, surlignés en jaune. L'hôtel Le Caron, quartier, Galerie Lafayette, Daniel, tout pendant ton voyage à Lyon. Les yeux de Marc passèrent du papier à mon visage, cherchant la femme qui lui donnait autrefois une issue. Je n'en offris aucune. Nos cartes de crédit, dis-je, nos comptes. Des milliers d'euros dépensés à Paris. Pas pour les affaires. Pour elle. Marc se pencha en arrière, ses lèvres se tordant en quelque chose entre un sourire narquois et un grognement. Tu as fouillé dans mes affaires. C'est une violation de la vie privée. Comme ton aventure est une violation de notre mariage. Ma voix ne monta pas. Elle n'en avait pas besoin. Le mot « aventure » tomba comme un coup de marteau. Les lèvres de Viviane s'entr'ouvrirent sous le choc silencieux. Alain sourit effectivement. Les yeux de Sophie se tournèrent vers Marc, avide de son prochain mouvement. Marc ouvrit la bouche, mais avant qu'il ne puisse parler, son téléphone vibra sur la table basse. L'écran s'alluma. Trois petites vibrations qui auraient aussi bien pu être une détonation. Le téléphone vibra de nouveau, vibrant contre la table basse en verre, le cœur rouge pulsant à côté de l'initiale R. Marc le saisit, le pouce planant au-dessus du bouton de refus. Pépé ce soir, dit Alain, se penchant en arrière avec un sourire suffisant. Réponds, dis-je doucement. Ma voix n'était pas forte, mais elle portait. Les yeux de Marc se tournèrent vers moi, un éclair d'avertissement en eux. Il appuya sur refuser. Le téléphone s'alluma immédiatement de nouveau, vibrant plus fort cette fois, comme si l'appelant n'allait pas être ignoré. Vas-y, dit Sophie, son ton feignant l'innocence, mais ses yeux brillants. Nous sommes tous en famille ici. La troisième vibration vint, et dans sa précipitation pour la faire taire, le pouce de Marc frappa la mauvaise icône. L'appel se connecta sur haut-parleur. Marc, où es-tu? La voix était vive, impatiente et incontestablement féminine. J'attends depuis 1 heure. Le champagne tiédit. Marc s'embrouilla, essayant de mettre fin à l'appel. Mais le mal était fait. La pièce s'était figée. Tous les visages se tournèrent vers lui. Les épaules drapées de perles de Viviane se raidirent. Devant ton fils, dit-elle, sa voix tremblante, non de volume, mais de la fureur contenue d'une femme qui avait passé sa vie à éviter les scandales publics. Maman, je peux expliquer. Non. Son ton trancha net ces mots. Ne me mens pas à moi aussi. Je me penchai en avant, mes mains reposant légèrement sur mes genoux. Elle s'appelle Rachel Dubois. Elle travaille chez Duval et Associés, et elle est dans notre vie, dans ma vie, depuis au moins 6 mois, peut-être plus. Le regard de Marc se tourna vers moi, désespéré maintenant. Léa, s'il te plaît, parlons-en en privé. Non, dis-je. Le mot était définitif. La porte claqua. Tu n'as plus d'intimité. Tu voulais un public. Le voici. Viviane avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. En 10 secondes, les yeux d'Henri étaient éteints, durs, le genre de regard qui ne laissait aucune place à la négociation. Le sourire narquois de Sophie avait été remplacé par quelque chose de plus vif, et même Alain était resté immobile. Et Marc ressemblait à un homme qui venait de réaliser que le jeu était terminé, et qu'il avait perdu sur sa propre scène. La bouche de Marc s'ouvrit et se referma 2 fois, mais rien n'en sortit. Il regarda de visage en visage, cherchant un allié,
mais ne trouva que des murs. Même Sophie, qui avait autrefois savouré chaque occasion de me voir me tortiller, ne pouvait pas tout à fait croiser son regard. Je me levai, lissant ma robe avec un calme délibéré. « Étienne et moi ne resterons pas ici ce soir, dis-je, remettant la tablette dans mon sac. À partir de maintenant, toute communication passera par mon avocate. » « Ton avocate ?» Sa voix se brisa sur le mot, sa confiance s'évanouissant plus vite qu'il ne pouvait le cacher. « Léa, ce n'est pas nécessaire. »« C'est déjà fait, dis-je. » Viviane se leva de sa chaise, son expression illisible jusqu'à ce qu'elle parle. « Léa. » Je me préparais à une dernière pique, une dernière défense de son fils, mais au lieu de cela, elle me regarda directement et dit, « La tarte était excellente. » Elle l'est toujours. Pendant un instant, la pièce sembla s'incliner, le poids des années se décalant légèrement de son axe. Je pris la main d'Étienne, et nous nous dirigeâmes vers la porte. Ses petits doigts se serrèrent autour des miens alors que nous sortions dans la nuit froide. Derrière nous. Le silence dans ce salon parfait semblait plus lourd que toutes les conversations qui y avaient jamais eu lieu. Marc ne nous suivit pas. L'air dehors était vif et propre, et pour la première fois depuis longtemps, je le respirais sans avoir l'impression qu'il me coupait la gorge. Nous partîmes sans parler, la maison des Dubois rapetissant dans le rétroviseur jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un autre ensemble de lumière dans l'obscurité. La chambre d'hôtel était petite, 2 lits doubles avec des courtes pointes rigides assorties et une vue sur le parking. Mais pour moi, elle ressemblait à un pays étranger, un pays où l'air était plus léger et les murs n'écoutaient pas. Étienne retira ses chaussures et s'assit en tailleur sur le lit le plus proche, toujours dans ses vêtements de dîner. Ses yeux me suivirent tandis que je laissais tomber mon sac sur le bureau. « Tu vas bien, maman ?» Je m'assis à côté de lui, le serrant fort. « Je le serai. Nous le serons tous les deux. » Sa tête reposa sur mon épaule. « Je suis désolé d'avoir commencé tout ça. » Je le repoussai juste assez pour le regarder. « Tu n'as rien commencé. Tu as pris ma défense quand personne d'autre ne le faisait. C'est l'une des choses les plus courageuses que j'ai jamais vues. » Son petit sourire était tout Étienne, pur et ingénu. Grand-mère avait tort, d'ailleurs. Ta tarte est bien meilleure que la sienne. Je ris, le son nous surprenant tous les deux. Pendant qu'il se changeait en pyjama, je m'assis au bureau et sortis mon téléphone. L'écran s'illumina avec des appels manqués et des SMS de Marc, certains courts, certains longs, toutes des variations de la même supplication. Rappelle-moi. Nous pouvons arranger ça. Ne fais rien de hâtif. J'éteignis le téléphone. Mais avant de le faire, je lui envoyai un dernier message. À partir de maintenant, la communication passe par Diane Leclerc, mon avocate. J'appuyai sur envoyer, puis fermai le téléphone comme on scelle une enveloppe. Le lendemain matin, Étienne était déjà habillé et penché sur ses devoirs au bureau. C'est vendredi, lui rappelai-je. Je sais, dit-il, j'ai pensé que je devrais quand même aller à l'école. C'était si factuel, si normal que ma poitrine se serra. Le monde n'avait pas cessé de tourner, même si le mien avait complètement basculé. Je le déposai à l'école avec la promesse de le récupérer plus tard. Puis je me rendis directement chez Maëlle où elle me rencontra à la porte avec du café et un câlin. « Tu as fait le tour hier soir, dit-elle. Les rumeurs circulent déjà dans le cercle des Dubois. 3 personnes m'ont appelé pour des détails. Qu'est-ce qu'ils disent ? Que Marc s'est présenté chez ses parents à minuit, ivre, les suppliant de te parler. Henri lui a littéralement fermé la porte au nez. Je fermai les yeux un instant, laissant cette image s'installer. La première petite victoire dans ce qui allait être une longue guerre. Et l'avantage des victoires, c'est qu'elles donnent le goût d'en vouloir plus. Les semaines qui suivirent s'écoulèrent selon un rythme étrange, des éclats de feu légal, suivis de poches de silence, si calmes qu'elles en paraissaient suspectes. Diane ne perdit pas de temps. Elle engagea un expert comptable judiciaire, un homme tranquille aux yeux vifs, qui traita les dossiers financiers de Marc comme un puzzle qu'il avait attendu toute sa vie de résoudre. Il ne lui fallut pas longtemps pour le trouver. Un compte bancaire séparé que Marc avait ouvert 6 mois auparavant. Des retraits discrets de nos placements conjoints s'y infiltrant comme de l'eau s'échappant d'un tuyau fissuré. Plus de 50 000 € avaient été siphonnés, et la piste était assez propre pour le tribunal, mais assez bâclée pour prouver l'intention. L'avocat de Marc a dû voir la situation parce que les négociations ont vite tourné.
Il a accepté des conditions qui, selon l'estimation de Diane, étaient bien plus généreuses qu'elle ne l'avait espéré. La maison, 60% de nos actifs, et une pension alimentaire qui maintiendrait la vie d'Étienne ininterrompue. Tout cela en échange de ne pas aller devant les tribunaux où sa réputation pourrait être éviscérée en public. Étienne est resté la plupart du temps silencieux pendant le processus, mais je pouvais voir le soulagement dans la façon dont ses épaules ne se courbaient plus lorsqu'il entendait la voix de son père. Il a refusé les visites nocturnes pour l'instant. Diane s'est assurée que cela soit enregistré. Marc a quand même essayé à sa manière, des SMS sur le fait d'être à nouveau une famille. Des emails soigneusement rédigés avec des lignes d'objets comme « pour le bien d'Étienne ». Mais ces mots semblaient être quelqu'un qui frappait à une porte verrouillée après avoir déjà incendié la maison. 3 semaines après le dîner chez Viviane, je me tenais dans ma cuisine, faisant une tarte aux noix de pécan. Pas pour le spectacle, pas pour un public qui attendait de bondir, mais parce que je le voulais. Étienne était assis au comptoir, feuilletant un livre de bibliothèque, levant les yeux de temps en temps pour me regarder pincer la croûte. « Tu sais ce que j'ai réalisé, dis-je, brossant la dorure sur les bords. J'ai passé tellement d'années à essayer de rendre tout le monde heureux que j'ai oublié ce qui me rendait heureuse. » Il leva les yeux. « Qu'est-ce qui te rend heureuse ? » La pâtisserie quand ce n'est pas pour être jugé. La lecture. Le jardinage. Toi, dis-je en souriant. Absolument toi. Et tandis que la tarte entrait dans le four, la cuisine se remplit du parfum chaud et beurré de quelque chose fait sans peur. Le printemps arriva tôt cette année-là, et avec lui, un calme que je n'avais jamais connu dans cette maison. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit dans le salon de Viviane. Pendant ce temps, j'avais lancé une petite entreprise de conseil en marketing depuis la chambre d'amis. Mon premier projet était d'aider une fleuriste locale à refaire son image de marque, et maintenant ses commandes étaient réservées 2 mois à l'avance. Mes clients étaient principalement des femmes dirigeant leurs propres entreprises. Des femmes qui me rappelaient un peu moi-même avant que j'aie appris à me rabaisser pour correspondre à l'idée d'une autre personne de ce qui était approprié. Étienne s'épanouissait également. Sans le courant de tension constant à la maison, il avait rejoint le club de théâtre, commencé à obtenir des A dans des matières qu'il craignait auparavant, et ma préférée, il avait commencé à écrire des nouvelles qu'il me laissait réellement lire. Un vendredi après-midi, je sortais une tarte du four quand la sonnette retentit. Étienne ouvrit et revint avec Viviane debout dans l'embrasure de la porte, son collier de perles un peu de travers, son expression plus douce que je ne l'avais jamais vue. « Puis-je entrer » demanda-t-elle. J'acquiesçai, offrant du café. Nous nous assîmes à la table de la cuisine, la tarte entre nous. Elle la regarda un long moment avant de parler. « Je vous dois des excuses, dit-elle. J'ai été cruelle avec vous pendant des années. Je pensais que si je vous faisais vous sentir petite, peut-être essayeriez-vous plus fort d'être ce que je voulais pour Marc. Mais je vois maintenant que vous étiez la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Et nous l'avons tous laissé le détruire. » Je ne me précipitai pas pour combler le silence. Elle fouilla dans son sac à main et glissa une enveloppe sur la table. 50 000 € d'Henri et moi. Appelez ça un cadeau de remise de diplôme pour avoir obtenu votre diplôme de notre famille. J'ai failli rire, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une honnêteté fatiguée qui me fit juste hocher la tête. À la porte, elle s'arrêta. Pour ce que ça vaut, Rachel l'a quitté 2 semaines après votre séparation. Apparemment, elle préfère ses hommes mariés. Après son départ, je coupai la tarte, posant 2 assiettes sur la balustrade du porche où Étienne et moi nous assîmes pour regarder le coucher du soleil. Tu sais, dit-il entre 2 bouchées. Je suis fier de toi. Pourquoi ? Pour avoir tenu bon, même quand ça faisait peur. Je souris, lui ébouriffant les cheveux. C'est toi qui m'as montré comment faire. De l'autre côté de la rue, la BMW de Marc ralentit en passant devant notre maison. Je ne levai pas les yeux, ne saluai pas. Ce chapitre était clos. La tarte était parfaite, dorée, parfumée, encore chaude. Mais la vraie douceur était de savoir que j'avais enfin construit une vie où je n'avais besoin de personne d'autre pour me dire qui j'étais.